bienvenue dans votre émission Vision Chine, Waiguolun Kan Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez la célèbre journaliste politique Michel Cotta, avec également Wang Hua qui a accueilli en Chine en 1973, sous la présidence de Georges Pompidou, une délégation de journalistes français dont faisait partie Michel Cotta. Nous allons également rencontrer en fin d'émission le mari de Michel Cotta, Philippe Barré. Bonjour Madame Cotta, bonjour Monsieur Wang Hua. Vous êtes journaliste politique très connu, vous êtes écrivain et également femme de médias. Vous venez de fêter votre 80e anniversaire, c'est ça? Oui, oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment est venue votre passion pour la politique? Oh, je pense que je l'ai toujours eu parce que j'avais un père qui faisait de la politique quand j'étais jeune, et quand j'étais bébé même. Et je l'ai beaucoup suivi. Et puis je me suis aperçue que ce que j'aimais, c'était pas tellement faire de la politique, mais m'intéresser à la politique. Et donc j'ai choisi le journalisme politique, et voilà, et puis ça a marché. Et vous continuez toujours à commenter actuellement l'actualité politique, Oui, oui. sur toutes les grandes chaînes, très souvent sur LCI. Pas seulement, et puis surtout je suis à Europe 1, là. Oui, d'accord. Et voilà, donc je continue à commenter l'actualité, voilà. Madame Cotta, vous avez été en Chine en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou. À l'époque, c'était votre premier voyage en Chine et vous avez été accueilli par M. Wang Hua qui avait la mission d'accueillir une délégation de journalistes français. C'est bien ça? Un très grand honneur pour moi. Et beaucoup de journalistes, hein. Oh là là, Sans, on m'avait déjà prévenu, 101 journalistes, pas facile à manier. Ah non, ça non. Il nous est arrivé d'ailleurs des histoires. Voilà, tout à fait. On pourra se raconter. Oui, oui, Il y a 45 ans déjà. Racontez-nous, Madame Cotta, ce premier voyage et quelle a été votre impression sur ce pays? Alors, on a débarqué, vous savez, c'est quelque chose, quand vous êtes ici, vous faites une nuit et demie d'avion et vous arrivez dans un autre monde. C'était quand même 73, puis ça a beaucoup changé évidemment depuis, mais je me rappelle le long boulevard bordé de photos de Mao Tse-tung, et puis nous avons été tout de suite amenés dans un grand hôtel qui s'appelait l'Hôtel des Nationalités, très, très agréable, et déjà ça nous a surpris parce que nous on pensait que la Chine c'était le Moyen-Âge à peu près, ben, c'était déjà plus le Moyen-Âge et depuis longtemps, et nous avons donc été accueillis d'une manière absolument très, très gentille, et déjà on vous a tous sauté dessus pour vous demander comment les chambres étaient les chambres, les trucs. Bon, enfin bon, c'est très mal conduit avec lui, on vous a beaucoup. Bon. Et puis alors en revanche, bon, les autorités chinoises, alors donc Georges Pompidou venait pour rencontrer Mao Tse-tung, mais ils se sont vus très peu. Et toute la presse française était partagée en journalistes qui suivaient les relations internationales, et puis journalistes comme moi, qui étaient des journalistes politiques, et qui voulaient voir si Georges Pompidou était malade ou pas. Donc nous le suivions vraiment avec une attention, et en effet, il était malade, puisqu'il est mort 6 mois plus tard. Donc c'était à la fois, je me rappelle, quand on a été aux grottes de Tatoung, par exemple, on n'imaginait pas ça, c'était un truc merveilleux qui venait d'ailleurs d'Atoung. De s'ouvrir avec Pompidou et Chou En-lai. Et là, effectivement, nous avons eu le privilège, à quelques-uns, d'avoir un entretien, pas trop rapide, un entretien d'1 quart d'heure avec Chou En-lai. Et comment vous dire, moi j'ai éprouvé une sorte de respect formidable pour cette espèce de grand seigneur. C'était vraiment un grand seigneur qui en plus nous expliquait à quel point il avait aimé Paris, qu'il y avait vécu dans sa jeunesse, et on avait l'impression que c'était à Paris aussi qu'il avait eu une conscience politique dans les années 20. Donc c'était vraiment passionnant, puis il nous a expliqué quand même comment il avait pas mal contribué à sauver des objets d'art au moment de la révolution culturelle qui s'achevait. Donc on a été davantage évidemment séduit par la personnalité de Chou En-lai que par celle de Mao Tse-tung qu'on a vu de loin. Voilà. Donc c'était déjà un grand souvenir Et puis donc nous avons été à Xi'an. Tout à fait. Où nous sommes assez mal conduits. Les journalistes sont assez mal conduits parce qu'ils ont trop bu de Mao Tai. Oui, c'était la raison, c'était l'alcool chinois, qui était un peu trop fort. Oui, non, ils auraient bu autre chose, c'était la même chose.
Bon, donc je me rappelle qu'ils ont fait un cirque absolument incroyable. Bon, vous étiez rudement embêtés à l'idée de calmer tout ça, mais finalement... Au début, on n'était pas très habitués, mais ensuite, on a dit, bon, c'est le tempérament du français, donc on va s'habituer. Non, on vivait, après on a été très bien. Donc, et nous avons été, je me rappelle aussi, le grand banquet de Shanghai. Ouais. D'abord, où j'ai trouvé la cuisine shanghaïenne extraordinaire. Ouais. Alors, j'aime bien celle de Chengdu, mais qui est plus poivrée, mais celle-là, j'avais adoré. Et à la fois, nous étions accueillis par le maire de Shanghai, Wakofen. Oui, celui qui avait tellement de problèmes à faire. Et c'est drôle parce que j'ai eu un réflexe là, de politique intérieure. Il y avait un grand banquet vraiment. Et Wakofen a parlé comme s'il était le patron de la Chine. Et je me rappelle que nous sommes quelques-uns nous être regardés en nous disant ça ne va pas durer ça. Et ça n'a pas duré. Parce qu'on a l'impression qu'il était quand même le seigneur de Shanghai et qu'il se sentait quand même complètement différent des autorités de Pékin. Mais bon, Shanghai, on a eu aussi un éblouissement de Shanghai. Moi j'adore, j'ai beaucoup aimé la Cité Interdite et puis cette grande place Tiananmen. Mais Shanghai, c'était, on était dans un hôtel un peu vieillot, mais tellement chinois, quoi. C'était pas le Peace Hotel à l'époque, je ne sais plus. Il a changé de nom. Sur le Bund. Le Peace Hotel, c'était à l'angle du Bund. Ouais, voilà. Il a donc changé de nom, je l'ai revu d'ailleurs récemment. Oui, tout à fait. Mais c'était à la fois une plongée dans un univers qu'on ne connaissait pas, avec des hommes politiques qu'on n'avait pas eu l'habitude de connaître, et avec cette élégance des Chinois quoi, que nous avons appris à l'occasion. C'est-à-dire que nulle part nous n'avions été aussi bien reçus. J'ai fait beaucoup de voyages en Iran avec Georges Pompidou, avec Valéry Giscard d'Estaing. Jamais il y a eu cette espèce de courtoisie, alors qu'on vous crée quand même toutes sortes de problèmes. Oui, bon, il y a des problèmes peut-être de compréhension. Ce que l'on dit aujourd'hui, une différence culturelle. J'aime bien cette expression, parce que la culture française, la culture chinoise, quelquefois c'est deux cultures qui s'enchevêtrent, mais on arrive quelquefois, en fin de compte, à s'entendre. Mais quelquefois, ce n'est pas la même coutume. Puis c'était une horde. Parce que là, je suis d'accord avec vous, parce que... Il y avait 3 autocars, il y avait... tout à fait, et puis le français, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé un peu, pour les journalistes, c'est qu'à l'époque, on n'était pas tout à fait à l'heure. Et lorsqu'on disait un rendez-vous à 10h, donc le personnel accueillant dont je faisais partie disait départ à 9h50. On avait 10 minutes d'avance en disant ce laps de temps c'est pour les retardataires. Non mais ça hélas, continué. Quel souvenir avez-vous eu de Madame Cotta à ce moment-là Je dois dire que la délégation de 101 journalistes était une délégation très importante pour la Chine et que la Chine recevait pour la première fois une telle quantité de personnes accompagnant un président. Donc le président Pompidou en Chine, vraiment, le travail préparatoire dont j'ai participé, le travail d'accueil, on a mis tous les moyens pour que tout le monde soit satisfait. Et malgré cela, il y a eu des petits accros, mais ça c'est naturel et autres. Pour vous dire quelques exemples, c'est que Chauvelin avait donné directive de bien accueillir et la délégation principale, accompagnant le président Pompidou, et la suite de journalistes et autres. Donc on avait pour directive, il faut bien les accueillir pour que tout baigne. Et alors je me rappelle toujours de ceci, c'est qu'à l'arrivée de Pompidou, du président Pompidou à Pékin, il n'y avait pas encore d'aérogare ou autre, c'était sur le tarmac. Donc l'avion présidentiel français arrivait, et ensuite descendait, et accueil de la foule de jeunes et autres, des journalistes et autres. Donc Chauvelin est allé lui-même serrer la main du président Pompidou à l'époque, ce qui était très rare, parce qu'après il y avait eu tellement de personnalités que Chauvelin ne pouvait pas se déplacer tout seul. Mais pour montrer que l'importance de cette rencontre Mao Tse-tung-Pompidou était très très importante, parce qu'après la reconnaissance du général de Gaulle et de Mao Tse-tung en 1964, c'était le premier chef d'État français à mettre les pieds en Chine. Donc d'où l'accueil et l'importance de la délégation 101 personnes. Alors dans le jargon qu'aujourd'hui, j'aime toujours plaisanter, mener à la baguette 101 personnes, c'est pas facile.
Et alors là, j'ai une histoire à vous raconter, peut-être vous vous souvenez encore. C'est que pour le dîner d'accueil du président Pompidou, c'était à l'Assemblée nationale chinoise, donc il y avait des très grands escaliers, et Zhou Enlai et les dirigeants attendaient l'arrivée du président Pompidou, et il y avait un battement de 10 minutes. Et le protocole chinois me disait, Wang, le Premier ministre Zhou Enlai souhaiterait serrer la main des 101 journalistes qui l'accompagnent. Donc préparez-vous à monter les escaliers, mais calmement, 2 par 2, comme ça, pour ne pas avoir de bousculade en haut. Alors moi, de ma voix de jeune interprète à l'époque, je disais, mesdames, messieurs les journalistes, le Premier ministre Zhou Enlai va vous accueillir, veuillez vous mettre en rang par 2. Et nous allons monter les escaliers ensemble. Et alors, le brouhaha. Protestation. Comment? Oui, comment en rang par 2? Jamais on ne fera ça. Et surtout, venant des ordres d'un jeune Chinois. Non, non, non. Et alors là, on attend 1 ou 2 minutes, toujours brouhaha. Et j'ai dit, écoutez, il reste encore quelques minutes avant que le président Pompidou arrive. S'il arrive, vous ne pourrez pas serrer la main du Premier ministre Zhou Enlai. Alors, petit à petit, donc la queue se forme. Et donc, effectivement... ça n'était pas en rang serré. Oui, non, c'était pas en rang. Oui, c'était... Les journalistes voilà, pas pour leur dire... Et alors, moi, voyant que tout était prêt, donc si tout est prêt, nous allons monter en haut, donc, mais pas de bousculade, lentement. Et puis ensuite, on monte, et puis les premiers disent, en avant, marche, 1, 2, 1, 2. Et ça venait des journalistes français. Et alors, Zhou Enlai, je regardais, il était hilar en haut, en regardant, en souriant, comme des écoliers qui venaient voir leur maître. Et ça s'est très très bien passé. Et alors à la fin, j'ai entendu une réaction. C'est la première fois et la dernière fois qu'on se fera mener par un Chinois en baguette. Donc j'ai gardé cela. Et je me rappelle que vous étiez une très belle jeune femme à l'époque. Et vous aviez un costume blanc. Absolument. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Absolument. Voilà, voilà. Mais j'ai oublié pour quel journal vous travailliez. Vous étiez... C'était à l'Express. À l'Express, voilà. C'était à l'Express. Voilà, donc ça c'est une des histoires. Je me souviens d'autant que dans les voyages présidentiels, généralement, tous les journalistes ne sont pas conviés. Il y a ce qu'on appelle un pool, oui, c'est-à-dire on en met, mettons, 2 photographes, 3 oui, caméramans, et après, ce sont les journalistes qui rendent compte. Tandis que là, c'est le premier voyage, et le seul d'ailleurs, où les 101 étaient invités. Il faut dire que les locaux le permettaient. Voilà, tout à fait. Il y avait de la place. Et ça a été une joie formidable. Et puis Zhou Enlai était très très content. Et alors de là, vous savez, pendant ce séjour, les journalistes ont posé la question à Zhou Enlai lors d'une visite et demandé Monsieur Zhou Enlai, vous vous rappelez de votre séjour à Paris? Et Zhou Enlai a dit oui, vaguement, c'était vers la place d'Italie ou autre. Oui. Est-ce que vous avez souvenir? Plus du tout. Et alors l'un des journalistes photographes qui s'appelait Lanzac, je crois, a dit je vais demander à AFP de m'envoyer par Bellino la photo. Parce qu'il n'y avait pas de fax ou autre. La photo. Et 24 heures après, il a reçu la photo, il a montré à Zhou Enlai. C'était dans la rue où Zhou Enlai habitait. Et effectivement, Zhou Enlai regardant la photo. Ça a bien changé. Donc tout ça, c'est revenu grâce à cette visite Zhou Enlai de retour à Paris. ne change pas beaucoup en vieillissant. Oui, oui. Bon. Et alors pour vous dire qu'il y a des histoires qu'on peut raconter aujourd'hui, c'est que lorsque Zhou Enlai et Pompidou ont eu des négociations en tête-à-tête, le temps a passé très vite. Ils n'ont pas eu le temps de terminer. Et Zhou Enlai a dit, puisque vous allez visiter les grottes de Tatung, demain je vais vous accompagner. Initialement, je ne devais pas vous accompagner, mais pour une fois, nous allons terminer notre conversation tout en visitant. Et c'est de là que le soir, on a pris un train spécial pour aller de Pékin à Tatung en couchette. Et chose que vous ne saviez pas, c'est que le long du trajet entre Pékin et Tatung, tous les 300 mètres, il y avait un milicien chinois autour de des rails, pour pouvoir assurer la sécurité du train spécial. Oui, ça je Donc, et ensuite, alors le problème, c'est que Tatung était une ville comme de province, non ouverte, ne sachant pas quelle était la coutume internationale ou autre. Et alors, la police de Pékin a envoyé une vingtaine d'agents de police faire la circulation
dans les rues de Tatung pour que tout se Qui passe n'était pas bien. une grande ville. Bon. Voilà, tout à fait. Ouais, c'était en Chine, tout est Oui. grand. Ah oui. En Chine, tout est Et grand. alors, le problème pour le retour, donc c'était pas par le train mais par l'avion, les passerelles d'avion étaient amenées de Pékin sur Tatung pour pouvoir régler tous ces problèmes de détail. Il faut dire que pour les journalistes français, en dehors de la connaissance de la Chine, Oui. c'était un voyage très difficile. Ah, bien sûr, Parce que d'abord, on ne voyait pas Pompidou, bien sûr, qui était sans doute déjà un peu fatigué. tout à Et fait. on le regardait descendre Tout à fait, la cité interdite, les marches de la cité interdite, et donc ça l'énervait. tout à fait, Bien, mais on ne pouvait pas le voir. Et lui-même n'a pas pu voir longtemps Mao. tout à fait. Voilà. Donc Alors, il y a une photo souvenir qu'on voit voilà. actuellement. c'est Donc nous, on n'avait rien à écrire. tout à fait. Alors, on pouvait écrire que Georges Pompidou allait bien, Oui, que la oui, cité oui, interdite était belle, mais on ne pouvait pas communiquer. Voilà, Enfin, le fond on de pouvait la- pas communiquer. Je suis Donc d'accord. c'est vrai qu'on était tous un peu en attente. d'un- Oui. Je me rappelle le lac d'Anchiou, quand on avait fait le lac en bateau. Oui, Après, on est Xi'an. On est allé à Xi'an aussi, Oui. on s'est débrouillé. Et alors, c'est ça qui me paraît très important, c'est que c'était un voyage réussi parce que c'était un voyage quand même en grande partie culturel. C'est-à-dire que pour les Chinois, la vie culturelle est très importante. Bon, très importante. Et par conséquent, aller voir un musée, aller voir le musée qu'on a vu à Xi'an, mais à Hangzhou, aller voir les cavaliers en terre cuite Ouais. de Xi'an. Bon, on voyait que le président Pompidou, qui était un homme culturel, un homme de culture, s'était dit qu'il voulait voir ce genre d'endroit et que, d'un autre côté, la délégation préparatoire chinoise avait dit voilà ce qu'il faut montrer à Pompidou. Et Tout moi, à fait. ce qui me rend malade, et puis il était resté quand même une semaine. bien sûr. Bon, moi, ce qui me rend malade aujourd'hui, et ce qui prouve quand même que les hommes politiques français n'ont pas la classe culturelle qu'avaient leurs précédents, sauf peut-être l'actuel, enfin on verra Oui. ça plus tard, c'est que aucun n'a pensé, en venant en Chine, sauf Jacques Chirac, à demander à voir la maison du poète Tout à à fait. Chengdu, Tout à a fait. demandé de voir les cavaliers, s'est penché sur la façon dont on déterrait, parce que je crois qu'on avait trouvé Oui, beaucoup oui. plus. Bon, en dehors de Jacques Chirac, les hommes politiques français, présidents ou pas, n'ont jamais vu que ce qu'aimaient les Chinois, c'est la culture. Mais je me rappelle aussi la stupeur des invitants chinois lorsque Jacques Chirac avait dit je veux aller voir les maisons je veux aller à Chengdu. Et tout le monde s'est dit pourquoi est-ce qu'il peut aller à Chengdu? Il dit je veux aller voir la maison du poète à Chengdu. Mais est-ce que ça, c'est un problème des conseillers diplomatiques qui entourent les présidents français? Mais ils sont aussi nuls que les autres, ils connaissent pas Eh la oui, Chine. donc c'est Ils un peu connaissent ce pas la problème. Chine. Moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour les Jeux Olympiques de 2008, Oui. j'étais l'un des 4 présentateurs de France Télévisions pour l'ouverture. Donc il y avait Daniel Bilalian, il y avait Nelson Montfort, Alexandre Boyon et moi. Et alors pourquoi on m'a choisi? C'est parce qu'ils ont dit avant de commencer que effectivement toute la culture chinoise, les noms chinois, en français on perd le nord. Donc il faut un chinois français qui comprenne. Donc j'ai été choisi. Et effectivement j'ai vu que le président Sarkozy est resté très très peu pour l'ouverture et immédiatement il est parti. Il n'a pas attendu la fin pour repartir en France. Regardez par rapport à ce que fait Angela Merkel. Tout à fait. Bon, c'est quand même. Angela Merkel est allée en Chine 10 fois depuis qu'elle est là. Elle a invité, ne serait-ce que dernièrement, à la je ne sais quelle inauguration de foire industrielle, elle a invité le président chinois. Bon, nous, il y a une espèce de méconnaissance française de la Chine que je ne m'explique pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec votre analyse. Il manque quelque chose à la France, même aujourd'hui. C'est pas seulement du commerce avec la Chine, vous voyez. Il faut comprendre ce qu'est la civilisation chinoise qui ne nous a pas attendus pour exister. Et donc je me dis que quelque part c'est une espèce de relan de... j'imagine comment les Occidentaux sont arrivés en Chine en avant-guerre, hein, en pensant que tous les Chinois étaient des demeurés. Tout à fait. Bon, il y a simplement 1000 ans d'avance, 2000 ans d'avance de la culture chinoise, et ça, les Français, même les politiques français qui devraient quand même lire des livres,
ne le ressentent pas. Mhm. Ne le ressentent pas. Alors j'espère que ça va changer. Bon, mais je trouve quand même qu'il y a, je sais pas, les trésors de l'art chinois, Tout à fait. que c'est par ce biais-là que ça devrait passer aussi. Tout à fait. Non, mais il y a tellement de choses à faire. Oui. Que pensez-vous de Xi Jinping, Ah, vous en tant que Française? Est-ce qu'il commence à être connu oui, par rapport... Ah oui, avec quand même euh, une espèce de modernisme évident. Oui, ça vraiment. surtout avec cette nouvelle politique, une ceinture, une route, Ouais. l'idée, Mm. je pense, est valable. Et il faut faire du travail pour que tout le monde puisse comprendre quelle est cette philosophie. Oui, oui. Parce que c'est ce qu'on appelle, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties, ou pour les pays qui... Et à la fois, parce que c'est agréable d'être en Chine. Moi, j'adore ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré. Oui. Vous y retournez régulièrement depuis le premier Alors, voyage? non, je suis partie depuis 3 ans. Mon mari est retourné en septembre. Oui. Mais bon, en principe, on m'a demandé de ne pas trop voyager. Oui. Donc, enfin, de ne pas faire un trop long voyage. Oui. Donc, Quelle ville avez-vous été alors, il y a 3 ans? Oh, il y a 3 ans, je crois qu'on a fait. Pékin, naturellement. Atterrissage Pékin. Oh, mais on a fait tellement. On a fait Pékin, Canton, Nankin, Shanghai, Chengdu, Hangzhou, Hangzhou, Xi'an. Enfin, on a fait beaucoup. En tout, on a fait beaucoup de. C'est à chaque fois des voyages, des déplacements professionnels ou... Ah non, on fait des déplacements privés. Et à chacun de vos voyages, vous avez constaté l'évolution de la Ah ben, Chine? incroyable, notamment. Quand j'y suis retournée, c'était professionnel, en 84. Donc j'étais à ce moment-là à la tête d'un organisme de régulation de télévision qui s'appelait la Haute Autorité. Et donc nous sommes allés avec des représentants de chacune des chaînes françaises. Et je me rappelle, quand je suis arrivée, la première fois j'avais été au Temple du Ciel, évidemment, qui était quand même assez dégagé. Oui, oui. Et en 84, il y a quand même énormément de maisons sur la colline, là, Tout à fait. derrière la cité interdite d'ailleurs, et puis des bâtiments, des gratte-ciel, Ouais, etc. Et ça, j'avais déjà été étonnée. Mais alors après, depuis, par exemple, je me rappelle quand on est allé, nous sommes allés à Shanghai 2 fois de suite, mettons, à 8 mois d'écart. Et lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, qui était l'hôtel Sofitel de Shanghai, qui était un hôtel français, on a vu, dans la rue de Nankin. On a vu les bases d'une sorte de théâtre de verdure, enfin de théâtre plein air, commencer. Et on y a été 10 mois plus tard, c'était fini, il y avait déjà des concerts, il y avait déjà une animation formidable dans la rue. Et nous, on s'est dit qu'en France, il fallait 4 ans pour le faire. Et ça, c'était formidable. Et donc c'est vrai que ça va si vite. Et Madame Cotta, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser? Qu'est-ce qui vous a passionné dans la culture chinoise? Alors, est-ce qu'il y a un artiste, un peintre, un écrivain en particulier, quelque chose qui a fait quand même... Non, je veux dire que le grand spécialiste, donc c'est mon mari qui adore la littérature, qui naturellement connaît toute la littérature ancienne, le pavillon rouge, etc. Moi, j'aime beaucoup l'art chinois. J'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé le musée d'art moderne même de Shanghai, et que j'ai trouvé, j'aime quelque part, j'aime cette peinture abstraite chinoise, qui n'est pas tellement abstraite que ça d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Voilà, moi j'aime beaucoup la peinture chinoise, je connais moins la littérature. Oui, c'est votre mari. C'est mon mari qui connaît ça très bien. Et puis, j'aime les Chinois. Voilà. J'aime les Chinois, j'aime leur façon de manger, j'aime leur façon de rire. J'aime quand même leur ouverture, parce que quand même, quand on voit toutes les nouvelles constructions qui ont été faites, l'opéra et tout ça, par des Français, qui ont plus construit en Chine qu'en France. Tout à fait. Et puis, je vais vous dire aussi, quand on arrive en Chine, peut-être j'ai tort, hein, mais c'est vrai que l'Europe se sent un peu à bout de souffle. Quand vous arrivez en Chine, vous avez cette énergie énorme que tout le monde met en œuvre. D'un seul coup, vous vous dites, voilà, on est un continent en déclin, et la Chine, c'est un continent en éveil. Chaque soir, chaque matin, je lis une page d'un roman chinois
des recadrements. Oui. Alors là, vous voyez, j'en suis à la fin du 3e tome de Shuai Zhuan. Oui. Ce que j'avais lu en français avant. D'accord. Mais là, je le lis en chinois parce que c'est bilingue. Et je vais vous montrer ma petite bibliothèque chinoise. Vous allez voir. Alors, je peux vous dire ça, Oui. pour moi, Oui. c'est fondamental pour connaître la Chine. Ah, bien sûr. C'est 1500 pages. C'est Oui, tous oui, les oui. rites, enfin les rites, Oui, oui. les rites, les cérémonies, etc. Et puis alors voilà, j'ai des auteurs classiques, enfin ça va jusqu'au D'accord. 19e siècle. Ça c'est la littérature du 20e siècle, sur Oui. 3 rayons. Alors ça commence à Lu Xun. Oui. J'ai replacé ici mes volumes de Mao Zedong Oui. que j'avais quand j'étais jeune. Et puis il y a tout ça, il y a Zhu De par exemple. Zhu De. Où est-ce que vous achetez ça? Yofeng? Librairie? Yofeng, Phoenix? Amazon. Amazon. Ah oui, par Amazon. Oui, d'accord. Mais Phoenix aussi. Et puis ensuite, il y a des livres sur l'histoire de la Chine. Je vais souvent en Chine, je découvre des villes nouvelles maintenant. Mais toi, tu grimpes dans les montagnes. Je alors. suis allé dans pas mal d'endroits Mhm. et c'est très intéressant. C'est la fin de votre émission Vision Chine, 外国人看中国. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition.